Il fut un temps où l'on disait que la Méditerranée traversait la France comme la Seine traverse Paris. Formule poétique pour dire que l'Algérie était française. Or, dans ce territoire, les habitants étaient soit asservis, soit privilégiés, selon leur statut de naissance. Pour comprendre pourquoi le 1er novembre 1954 signe le début de la guerre d'indépendance algérienne, il faut saisir les inégalités profondes de la colonisation. En tout, elle a duré 130 ans, mais on va se concentrer sur la période 1881-1945 et je vous expliquerai pourquoi. En attendant, voici à quoi ressemblait le quotidien de l'Algérie sous colonisation française. Bon déjà, il faut savoir que l'Algérie française était découpée en plusieurs départements. Mais qui étaient leurs habitants? Ici, vous voyez discuter des Européens. Ils sont une minorité et concentrés dans les grandes villes. Autour, 8 fois plus nombreux qu'eux, la population locale. Arabes, Amazirs ou issus d'autres peuples autochtones. Les historiens les appellent aujourd'hui Français musulmans, mais le mot utilisé à l'époque était indigène. Au départ, ce dernier terme englobait aussi les Juifs d'Algérie. Bien qu'étant de nationalité française, les Français musulmans ne sont pas des citoyens, mais des sujets, avec moins de droits. Ils n'ont pas grand pouvoir politique, et s'ils veulent devenir citoyens à part entière, ils doivent renoncer au statut personnel musulman, en abandonnant des droits religieux, comme le divorce, interdit en France avant 1884. Très peu de candidatures à la citoyenneté sont présentées et acceptées. Les Juifs d'Algérie, moins nombreux, se sont vus octroyer automatiquement la citoyenneté française par le décret Crémieux de 1870. La discrimination se traduit aussi dans l'impôt. En plus de payer des impôts européens, les Français musulmans doivent s'acquitter d'un impôt arabe qui finance les colonies en préservant la fiscalité de la France métropolitaine. Cet impôt arabe étouffe économiquement les populations locales, qui n'ont pas accès à la fonction publique réservée aux Européens et à une poignée d'indigènes bilingues, les cadis, qui aident à l'administration coloniale. Malgré la propagande de la mission civilisatrice mise en avant par la France, l'enseignement gratuit et obligatoire n'est pas assuré pour les autochtones. En 1930, 11% des garçons sont scolarisés et seulement 1% des filles. Ces mesures discriminatoires contre les Français musulmans et bien d'autres encore sont adoptées entre 1865 et 1946. C'est ce qu'on appelle le Code de l'indigénat. Ce code, il est conçu pour préserver l'ordre colonial. Et justement, c'est le moment de parler des colons. Dès le 19e siècle, l'État tente de convaincre les Français de s'installer en Algérie, en leur promettant des terres fertiles à bas coût, confisquées aux populations locales. S'ils ne sont pas tous riches, les colons français forment une classe privilégiée qui domine tous les aspects de la société, du maintien de l'ordre à la justice. Et pendant la colonisation, le tribunal ne garantit pas l'égalité. Sans procès ni avocat, les tribunaux coloniaux pouvaient infliger de lourdes peines aux Français musulmans. La présomption d'innocence n'était pas respectée et un crime qui pouvait valoir une amende à un Français de plein droit pouvait condamner le Français musulman à la prison ou aux travaux forcés. Le 8 mai 1945, un point de rupture semble atteint, alors que la France, grâce entre autres à des troupes coloniales, célèbre la défaite de l'Allemagne nazie. La répression d'une manifestation indépendantiste tue entre 10 000 et 45 000 Français musulmans, selon les sources, à Strif, Guelma et Kherrata. Longtemps passé sous silence, le massacre du 8 mai 1945 est aujourd'hui cité comme le prélude de la guerre d'indépendance algérienne, avec pour objectif la libération du joug colonial.